Il parle de contre-vérité lorsque le Premier ministre béninois Lionel Zinsou accuse des importateurs des produits surgelés de faire de la concurrence déloyale face aux producteurs de poulets de chair locaux. Lui, c'est l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports du président Boni Yayi et fils de Nicéphore Soglo, ancien président de la République du Bénin. Avec lui, on abordera également la division au sein de sa famille politique, la Renaissance du Bénin, une division alimentée par le choix porté par son frère, actuel président du parti et certains de ses lieutenants sur la candidature de Lionel Zinsou. Monsieur Gagnou Soglo, bonjour. Bonjour. Et merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et je m'en voudrais de ne pas vous dire, monsieur le ministre, que vous avez un joli chapeau. Merci, vous êtes très aimable. Alors, récemment, le Premier ministre béninois Lionel Zinsou, candidat à l'élection présidentielle du 6 mars prochain, a tenu des propos. Il a entre autres dit ceci, je cite: la société Kajaf Common fait une concurrence déloyale aux producteurs de poulets de chair locaux et les amène à ne pas vouloir vendre leurs produits. Fin de citation. Des propos que vous avez qualifiés de contre-vérité. Oui, parce que je pense que ce sujet mérite un débat sérieux et argumenté. Vouloir identifier la société Kajaf Common par rapport à ce sujet qui impacte des millions de nos concitoyens à un moment donné, c'est-à-dire pendant la campagne électorale, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Et c'est simplement pouvoir montrer à nos concitoyens qu'il y a un candidat qui aujourd'hui le concurrence et porter à l'attention de nos concitoyens que ce candidat fait du tort aux autres de nos concitoyens. Et il était important de rappeler un certain nombre de choses. D'abord, le candidat Sébastien Ajavon nous a dit, quand il a décidé d'être candidat à l'élection présidentielle, qu'il se mettait en retrait de ses affaires privées et que donc, à ce moment-là, il allait porter l'ensemble des problèmes de la nation en tant que candidat désireux d'être demain le président de la République du Bénin. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus simplement le PDG d'une entreprise privée. Mais il y a un préalable à cela. Quand Lionel Zinsou, notre Premier ministre, doite le candidat Ajavon, il oublie de dire quelle est sa responsabilité en tant qu'homme politique et aussi en tant que chantre de cet afro-optimisme qu'il nous vante depuis un certain nombre d'années. Je dois rappeler que nous n'avons pas attendu, en ce qui moi me concerne, Lionel Zinsou pour rentrer dans mon pays il y a bientôt près de 30 ans. Il travaillait au quotidien des Béninois. Donc, il y a un préalable. Quand vous parlez de ce secteur en particulier, qu'est-ce que nous a proposé les institutions internationales de Bretton Woods depuis les années 80? C'est d'ouvrir vos marchés à la concurrence, malheureusement déloyale, que nous proposent les nations occidentalisées. On oublie de rappeler que l'Europe a protégé pendant 40 ans durant son marché, en particulier son marché de l'aviculture, afin de pouvoir permettre à ces entreprises de se renforcer et donc d'être en capacité de se défendre, en particulier contre les entreprises américaines. Car dans le secteur aujourd'hui de la volaille, vous aviez deux gros, je dirais, producteurs de volailles, les États-Unis et l'Europe. Au cours des dernières années, vous avez eu des nouveaux acteurs qui sont rentrés dans cette filière, en particulier le Brésil, la Thaïlande, qui ont commencé à concurrencer nos pays, du moins les pays qui étaient ceux qui, pendant très longtemps, étaient les producteurs et exportateurs de volailles sur l'ensemble du monde.
Et donc, l'Europe s'est trouvée à perdre des parts de marché parce que les coûts de production au Brésil et en Thaïlande se trouvaient moins importants qu'en Europe. Le seul marché qui est encore un marché protégé pour l'Europe, c'est l'Afrique subsaharienne. D'accord ? Et donc, on continue avec les accords de l'ACP à nous tordre le cou. Quand Lionel Zinsou dit « Cajaf Common tue les petits producteurs », est-ce que c'est Cajaf Common en tant qu'entité commerciale qui doit réguler le marché de la volaille au Bénin? C'est l'État. Il est prévu un dispositif au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Certains pays l'ont pratiqué, certains gouvernements, je parle bien d'un gouvernement, ce n'est pas un candidat qui va se lever et qui va dire « moi, je vais augmenter les barrières tarifaires » ou limiter carrément l'importation de volailles sur mon marché parce que je veux, c'est vrai, protéger la production locale. Mais il faut vous rappeler une seule chose, c'est que depuis les années 80, l'importation de volailles sur l'Afrique subsaharienne a vu une progression annuelle de 20 à 25% tous les ans. Dans le même temps, l'Union européenne a continué à accorder des subventions à l'exportation pour pouvoir continuer à avoir ce marché captif. Mais il y a des pays, Sénégal, Burkina, Mali, qui à un moment donné ont dit nous augmentons, parce qu'il y a un dispositif prévu au sein de l'OMC, nous augmentons les droits de douane de 150% sur la volaille, de 200%, ça a été fait au Cameroun, ou voire nous limitons les importations, ça a été le cas au Nigeria. Maintenant, le cas de la société Cajaf Common, sur à peu près les 100% d'importation que fait cette société, 80 à 90% est réexporté vers le Nigeria. D'accord ? Nous ne sommes pas là pour dire qu'à l'époque où M. Ajavon, en tant qu'entrepreneur de cette société, faisait ça, mais lui, il défend sa société, il crée des emplois. Bien évidemment, en important, il en détruit. Mais le gouvernement béninois avait tout loisir d'augmenter les droits de douane et surtout de proposer aux producteurs locaux un accompagnement. Car vous devez savoir qu'il y a 3 types d'élevage au Bénin. L'élevage, le poulailler familial, essentiellement dominé par les femmes, les coopératives agricoles et l'aviculture semi-industrielle. Aujourd'hui, au Bénin, alors que dans d'autres pays comme le Burkina Faso, où on a, et le Sénégal, voire le Mali, et plus près de nous, les Nigeria, qui ont augmenté leurs droits de douane, mais rien n'a été fait pour protéger les producteurs locaux. Absolument rien. On a continué à donc prélever un droit de douane très faible. Mais pourquoi le gouvernement le faisait? Parce que de l'autre côté, il reprenait à Cajaf Common, qui est l'un des premiers contributeurs fiscaux de notre pays, de l'argent. Mais à côté de ça, rien n'a été fait pour accompagner, en termes de financement, les petits producteurs regroupés en coopératives, et encore moins le poulailler familial. Aujourd'hui, l'offre de financement dans notre pays, sur ces 2 secteurs, sont quasiment inexistants. Le financement est rare, et même à travers, parce qu'on nous a vanté à la fois la microfinance, mais la microfinance propose un produit financier et un volume financier qui est inadapté à la fois au poulailler familial et aux coopératives. Donc, c'est à l'État,
de pouvoir proposer une offre de financement adaptée, ce qui n'a pas été fait. Et quand Lionel Zinsou dit ça, mais il est Premier ministre depuis près de 8 mois. Il aurait pu prendre ce sujet à bras-le-corps. Même au-delà, d'autant plus qu'on nous a dit que depuis 2006, il conseille le président Exactement. de la République. Exactement. Donc, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était une attaque électoraliste. Qu'est-ce qu'a dit Sébastien Javon? Il a parlé dans son programme de société de sécurité alimentaire, de méthode. Et donc, si il a pu avoir une méthodologie pour amener sa société là où elle est aujourd'hui, en créant des milliers d'emplois, en contribuant fiscalement aux recettes de notre pays, je pense qu'il sera à même, et il a commencé à le faire, d'acheter des terres dans notre pays pour impacter les jeunes et les accompagner. Et il est important de rappeler à nos auditeurs que c'est, à mon sens, un débat simplement électoraliste du point de vue de Lionel Zinsou. Il n'en reste pas moins que si le Premier ministre voulait réellement aider les producteurs locaux, il pouvait le faire. Mais je tiens à rappeler que nous l'avons entendu plusieurs fois dire quoi? Nous vanter les mérites de la mondialisation. Mais la mondialisation, il faut rappeler à nos auditeurs que c'est un concept qui n'impacte que les forts. Derrière cette mondialisation, mais si vous ne protégez pas vos marchés, mais vous êtes sujet à voir des forts venir chez vous et continuer À envahir. à vous envahir avec des coûts de production moindres que chez nous. Regardez le problème de l'énergie. Alors je tiens à rappeler que vous avez 2 candidats, il y en a un qui nous propose un gadget pour la lumière et l'autre qui vous dit en 2 ans, je vais, avec méthode, pouvoir répondre à la question de l'énergie de notre pays. Il ne peut pas y avoir de développement sans énergie. Mais par ailleurs, on ne peut pas nous vanter les mérites d'un financement. D'ailleurs, on se demande comment il a été monté, à coups de milliards, pour apporter des réponses à très court terme, avec des lampes torches. Ce sont des gadgets, et ça me rappelle en fait la conquête de l'Ouest, voire la conquête de l'Afrique au moment de la colonisation, où on emmenait des petites babioles, les miroirs et tout ça, et on vous dit, bon ben écoutez, vous voyez, on vous emmène le développement. Ce n'est pas ça le développement. Quand on travaille avec méthode, on se donne du temps pour y parvenir. Donc, monsieur le journaliste, il faut rappeler qu'on ne peut pas jeter l'opprobre à Sébastien Javon. Ça ne veut pas dire qu'en tant qu'acteur économique, mais lui, il a pensé à son entreprise. Et surtout, il s'est rendu compte de quoi? D'un vide. Les productions locales n'arrivent pas à subvenir à la demande locale. C'est ça le vrai problème. Et donc, si les producteurs locaux, et je vous ai cité, vous avez 3 types de production au niveau de la volaille en Afrique subsaharienne, le petit poulailler familial, les coopératives agricoles et l'industrie la semi-industrialisation de ce secteur. Mais encore faudrait-il que l'État, un gouvernement, appuie la production locale pour faire en sorte que cette production locale réponde à l'offre et à la demande. Donc s'il y a un vide, mais les importateurs ont comblé ce vide. Mais c'est au gouvernement à la fois avoir le courage de dire stop à la mondialisation. Si l'Europe s'est développée sur ce secteur, il a été protégé pendant 40 ans. Donc on ne peut pas, parce que nous sommes faibles, les derniers accords ACP-UE sont en notre défaveur. Il faut que les gouvernements aient le courage. Certains l'ont eu. Le gouvernement béninois ne l'a pas fait parce que, écoutez, il ne protège pas ces petits producteurs locaux. Mais
Aujourd'hui, Sébastien Ajavon, candidat à l'élection présidentielle, vous pensez qu'il ne sait pas les dégâts que les importations de volailles dans notre pays font par rapport à la production locale? Mais ça demande un minimum de méthodologie de travail. Les effets d'annonce, on peut tous les faire. Et après, il y a ce que j'appelle la méthode. Et voilà un monsieur qui, avec méthode, a monté l'un des plus grands groupes, au même titre que des groupes qu'on rencontre au Brésil aujourd'hui, en Thaïlande, en Chine, voire en Europe, pour répondre à une insuffisance au niveau alimentaire de notre pays. Maintenant, tout ce qu'on peut lui reprocher, je l'entends bien, mais je crois que si il nous dit, dans 5 ans, je vais répondre à la question de la sécurité alimentaire de notre pays, c'est qu'il sait où il veut aller, il sait comment s'entourer, et il nous l'a montré, je pense, à travers son entreprise au cours de ces dernières années. Alors, on vous a suivi, monsieur Gagno Soglo, Honoré Benjamin Naoum. Gagno Soglo parle d'attaque électoraliste. Je ne sais pas si c'est votre point de vue également. Non, vous savez, quand on est en politique, on donne des coups. Mais je pense quand même qu'il y a un minimum de décence, qu'il faut demander aux candidats qui sont en course. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période électorale. Et véritablement, ce qu'on devrait entendre, c'est ce que vous apportez comme solution au peuple. Et non pas chercher à savoir comment trouver des stratégies pour dénaturer. Et même si on veut le faire, qu'on le fasse avec un minimum de décence. Parce que quand on va dire que voilà telle personne qui est candidat, mais qui a passé tout son temps à zigouer les producteurs locaux, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est de demander à ces producteurs locaux-là de ne jamais voter pour lui. C'est le message en réalité. Et je pense que ce n'est pas bien. Parce que quand vous suivez un peu le développement du ministre Gagno Soglo, il dit clairement ceci: qu'est-ce que l'État a fait pour protéger les producteurs locaux? C'est toute l'interrogation aujourd'hui. Lionel Zinsou devrait se poser la question de savoir, il est venu pour la continuité d'un pouvoir en place. Qu'est-ce que ce pouvoir a fait à un moment donné? Nous sommes aujourd'hui dans un pays où il y a des gens qui ont les moyens de consommer pour les bicyclettes, donc fabriquées sur le plan local. Il y a certains Béninois qui ne peuvent pas, compte tenu du panier de la ménagère. Mais en ce moment, on fait comment? On les laisse, qui ont envie de manger du poulet. Il y a des structures qui sont sur place et il n'y a pas que Kajaf Common qui importe de la volaille. Posez la question, allez sur le marché, ce n'est pas seulement Kajaf Common qui importe de la volaille. Et même ceux qui, il y en a parmi eux qui ont fait l'essai et qui aujourd'hui ont commencé une production industrielle. Allez leur demander ce qu'ils sont en train de vivre dans leurs entreprises. Parce qu'il n'y a pas un accompagnement. L'État n'a pas joué sa partition. Et quand on dit État aujourd'hui, Lionel Zinsou est obligé d'assumer parce qu'il est le Premier ministre. Et depuis 2006, qu'est-ce qu'on nous a dit qu'on est le Bénin depuis 2006 parce qu'il était conseiller du chef de l'État? Donc ça aussi, c'est à lui d'assumer. Ce coup qui a été donné par Lionel Zinsou, à mon humble avis, je pense que ça ne devrait pas venir de lui. Parce que d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, il est comptable. Il est dans un gouvernement qui n'a pas protégé ses producteurs locaux. Dans ce pays, on a vu par exemple la bataille autour des œufs importés. On a vu la bataille autour des... Mais quand le problème s'est posé, on a vu par exemple cet importateur, il a laissé. Ce qu'il a importé, il a essayé d'écouler, mais il n'a pas continué. Il n'a pas continué. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, qu'est-ce que nous proposons comme mécanisme pour aider les producteurs à la base? C'est toute l'interrogation. Moi, je demande à Lionel Zinsou de proposer ces mécanismes aux producteurs locaux. Si ça séduit les producteurs locaux, ils vont voter pour lui. Mais au lieu de se lancer dans des attaques qui, pour moi, ça n'a pas de sens. Alors, je me pose la question de savoir si Danone, que M. Zinsou connaît très bien, ne vient pas concurrencer, peut-être par hasard, les boîtes comme Comtesse et tout ça, c'est des questions. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, on va évoluer dans ce débat. Monsieur le ministre, vous avez suivi l'actualité. Nous sommes à 15 jours du scrutin et on continue de produire les cartes d'électeurs. Et les Béninois ne sont pas sûrs d'en avoir avant le jour du scrutin.
Écoutez, c'est un débat important, sérieux. Moi-même, j'ai essayé d'aller chercher ma nouvelle carte hier. Et j'ai envoyé 3 fois mon chauffeur à l'école où je vote habituellement. On nous dit que les agents sont en grève. Il faut inviter les populations à ne pas se décourager et à aller chercher ces cartes d'électeurs. Mais il y a un constat. On nous a dit qu'on allait améliorer les anciennes cartes, les cartes Sakalafia, du nom de l'ancien président, c'est ça, du COSLEPI. Je tiens à apporter quand même une certaine connaissance de ces nouvelles cartes à nos auditeurs et téléspectateurs, en leur disant que où est l'amélioration? L'amélioration est-il faite sur la forme de cette carte, la matière, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles cartes d'électeurs qu'on nous propose, mais c'est un nid à la fraude. Comment, monsieur le ministre? Mais sur les nouvelles cartes d'électeurs, vous ne voyez parfois et souvent même pas le visage de l'électeur en question. C'est très grave. Donc, on a gaspillé de l'argent. On a dit qu'on allait améliorer ces cartes d'électeurs. Je pense que les téléspectateurs qui regardent ces nouvelles cartes d'électeurs et qui sont eux-mêmes en présence de leur propre carte doivent se rendre compte que leur photo est souvent illisible. Mais dites-moi, c'est très grave. C'est à croire qu'on a fait un travail bâclé, une amélioration constatée défaillante. Au rabais. Au rabais. Et donc, je pense que ce n'est pas à l'honneur de notre pays, et surtout du président du COSLEPI, qui est par ailleurs un ami, mais son travail est bâclé, peu sérieux, et nous conduit à nous poser des questions sur, véritablement, où est-ce qu'on veut conduire notre nation dans un vote aussi important. Qu'ils vous souviennent, messieurs les journalistes, qu'en 2011, le chef de l'État s'est excusé devant le peuple béninois des dysfonctionnements avérés, constatés pendant la période de l'élection présidentielle. Mais force est de constater que 5 ans plus tard, nous revivons la même chose, mais en pire. Alors, nous allons parler d'excuses ou de génie béninois pendant combien de temps? C'est la question qu'il faut se poser. Pendant combien de temps? Moi, je suis un citoyen béninois. J'aspire à aller voter tranquillement, dans la transparence. Mais quand je lis ce matin que le candidat Sébastien Ajavon s'offusque, mais du processus en cours, mais il devrait ne pas être le seul. Tous les autres candidats devraient monter au créneau. Et en tant que citoyen, ça m'interpelle. Parce que je sais qu'à un moment donné, vous allez voir peut-être des observateurs étrangers pour nous parler de démocratie dans notre pays. Mais de démocratie, quand on constate de façon avérée qu'un processus est défaillant, mais c'est au moment où il va y avoir des troubles que nous n'espérons pas, que vous allez voir la communauté internationale venir nous dire « Ah non, il ne faut surtout pas que le Bénin bascule dans la violence. » Mais qu'est-ce que vous faites actuellement? C'est à croire que on veut nous faire passer des vessies pour des lanternes. Et ça, c'est inacceptable. Et en tant que citoyen béninois, en tant qu'homme politique, j'interpelle cette communauté internationale. Voulez-vous qu'on arrive à des drames vécus dans certains pays de la sous-région pour vous entendre? Une délégation de l'Union européenne est partie il y a quelques jours au COSLEPI. L'ancien président du COSLEPI les a accueillis, mais a refusé que les représentants des candidats n'entrent
dans la pièce pour constater comment se déroulait le processus. Aujourd'hui, que nous disent les délégués de l'Union européenne? Les entend-on? Vous me direz, ils ne sont pas béninois, c'est à nous de nous faire entendre et de leur dire que face à toutes ces défaillances, il ne faudrait pas qu'on vienne nous parler de démocratie. C'est pas de la démocratie, ça. C'est du vol pur et simple. On ne peut pas, après 25 ans, continuer à être autant défaillant dans le processus devant conduire à l'élection présidentielle dans notre pays et parler de génie béninois. Mais vous allez parler de génie béninois pendant combien de temps? La question demeure posée, monsieur le ministre. Exactement. Honoré Benjamin Naoum, Oui. nous avons su tous regarder les cartes qui sont passées tout à l'heure. Ça veut dire que tout le monde peut voter à la place de tout le monde. Mais le message est clair, tout simplement. Et surtout quand on vous dit qu'on peut utiliser 2 cartes à la fois, mais vous allez voter à Cotonou, mais quelqu'un d'autre va se présenter avec une autre carte et voter ailleurs. Ou bien vous irez au vote pour exprimer votre choix. On va vous dire que mais vous étiez déjà passé. Quelqu'un a déjà voté à votre place. C'est ce qu'il faut éviter. Vous voyez, nous sommes déjà dans une confusion. Et tout ce qu'il faut dire là maintenant, moi je vais supplier peut-être, je ne connais pas encore le prochain président, mais cette histoire de COSLEPI, de liste électorale, Il va falloir balayer. il faut jeter ça au feu, brûler ça et sortir C'est les beaucoup acteurs. de milliards, Je vous Honoré dis, Benjamin Naoum, beaucoup de milliards. Mais vous On a avez brûlé. investi pour obtenir quoi maintenant? Pour obtenir ce désordre. Pour moi, en tant que citoyen béninois, qu'est-ce que je sais? Pour voter dans un pays, il faut être citoyen. Le citoyen se présente comment? Avec sa carte d'identité. Et pour voter, il faut avoir 18 ans. Et c'est 18 ans, à 18 ans, tu réclames ta carte d'identité. Si dans ce pays, on a dit, pour être électeur, il faut avoir sa carte d'identité, le problème serait déjà réglé. On informatise le fichier concernant la carte d'électeur et il y a des structures sur place pour faire ce travail. Ça va moins nous coûter et ce n'est même pas l'État qui va sortir de l'argent pour faire ça. Parce que les citoyens qui veulent voter doivent avoir leur carte d'identité. On peut aider les citoyens qui n'ont pas de documents, date de naissance à avoir. Et on a lancé dans ce pays le RONA, recensement, quelque chose. On a fait tout ça. Pour quelle raison? On a fait le RAVEC pour quelle raison? Aujourd'hui, moi je dis, dans ce pays, ce qu'il faut dire, c'est une décision à prendre par l'État. Il faut annuler cette histoire de COSLEPI où les politiciens se rassemblent et font tout pour nous entraîner dans une situation confuse. Tout ça a été fait sciemment pour que tous les Béninois n'arrivent pas à obtenir leur carte pour que les cartes soient utilisées. Moi, je conteste l'utilisation ou bien la distribution des cartes d'électeurs jusqu'au 5. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible. La loi dit quoi? Vous distribuez 15 jours après. On peut aller chercher au niveau de la Sénat et le reste des cartes non distribuées mises sous scellé. Mais là, nous sommes dans une situation aujourd'hui où les cartes ne seront pas sous scellé. Finalement, il faut vraiment guérir de tout ça un jour dans ce pays. Monsieur le ministre, on s'en va voter avec 2 cartes différentes sur le même territoire. Votre impression, monsieur Galiou-Soglo? Écoutez, je crois que monsieur Naoum a exprimé ce que je pense et ce que pensent aussi de nombreux Béninois. C'est un désordre organisé sciemment de la part du gouvernement. Et la première responsabilité en incombe au chef de l'État. Il est le premier magistrat de notre pays. Pendant combien de temps on va se défausser sur d'autres personnes? Mais c'est un gouvernement. Il y a un chef de l'État. Si ce même chef de l'État a pu présenter ses excuses à la nation en 2011, mais qu'est-ce qu'il va nous dire en 2016? On dirait que tout est... Monsieur le journaliste, on dirait que... Mais ça, ce n'est que mon sentiment personnel. Mais on se pose la question, est-ce que tout n'est pas organisé pour que demain, il y ait un chaos dans notre pays, voire un vide juridique, pour pouvoir peut-être faire en sorte que l'actuel chef de l'État reste au pouvoir, je ne sais pas, ou pour pouvoir nous organiser une fraude géante. Bloquer le système. Bloquer le système. Mais attendez, comment vous pouvez croire que on savait que le chef de l'État, après 2011, c'était son dernier mandat, mais au cours de ces 5 dernières années, malgré les professions de foi de notre président, bon, on a vu qu'on a essayé de changer la Constitution, les gens se posaient des questions.
Est-ce que ce n'est pas fait à dessein pour que le chef de l'État ait un troisième mandat? Et on se rend compte, à quelques jours d'un vote important, capital, mais c'est à croire qu'on laisse toutes les questions de développement. Les gens meurent de faim dans notre pays, n'ont pas 3 repas par jour. Et on organise à la fois le désordre. D'ailleurs, ce désordre, c'est une fraude pour qui? On le sait. Pour le candidat au pouvoir. Monsieur Gallo-Soglo, vous avez été à ce gouvernement, vous avez participé à ce régime, et c'est un régime qui, sur 10 années de règne, n'a jamais organisé aucune élection, d'ailleurs, à temps. Mais vous avez participé à ce régime, vous avez côtoyé l'homme, le chef de l'État. Oui, non mais attendez, vous savez, il est toujours très facile de dire, tu as été ministre, tu es comptable de tout. Moi, je dis aujourd'hui, je ne suis pas comptable de ça. Mais il y a un Premier ministre qui nous a dit, quand il est arrivé, tout se passe bien, Madame la Marquise est très belle, moi, je suis comptable de tout ce qu'a fait le chef de l'État. Moi, je ne suis pas comptable de tout ce qu'a fait le chef de l'État. C'est pas parce que vous appartenez à un gouvernement, d'accord, que vous êtes comptable de ce que fait ce même chef et son gouvernement. D'accord? Sinon, vous ne verriez pas aujourd'hui au Sénégal le président Macky Sall, président de la République, et aujourd'hui au Burkina Faso, le président Kaboré. Donc, à un moment donné, il faut dire, et ils ont eu à dire, ça, ce n'est pas bien. Le gouvernement et son chef ne font pas bien. Au Bénin, on veut nous faire croire que vous êtes comptable de tout. Mais tout le monde sait qu'au sein d'un gouvernement, il y a des ministres mineurs et des ministres majeurs. Et vous, comme monsieur Gallo, vous avez été quel genre de ministre, monsieur Gallo-Soglo? Écoutez-moi bien. De par mon parcours, je pouvais prétendre à être ministre de l'économie et des finances. Vous pensez que les ministres de l'économie et des finances aujourd'hui ont tous mon parcours? Mais pas du tout. Mais j'étais un ministre mineur. Pourtant, j'ai œuvré pour mon pays au département des sports et après de la culture. Mais je ne faisais pas en plus partie de cette coalition FCBE. M'avez-vous vu une seule fois à une manifestation FCBE? J'ai toujours dit, je suis né et je mourrai renaissant. Et je suis rentré au gouvernement du président Boni Yayi en tant que renaissant. Je mets au défi quiconque m'ait vu en tant que FCBE. Il y a une machine des ministres majeurs qui ont fait en sorte que notre pays, aujourd'hui, ne puisse pas aller à une élection présidentielle dans la sérénité. Et c'est déplorable. Puisque vous évoquez votre entrée au gouvernement, en son temps, ça a créé des controverses. On en est encore là aujourd'hui, monsieur Gallo-Soglo, au niveau de la renaissance du Bénin. On croirait quand même que c'est un problème au niveau des fils Soglo. Chaque fois, des difficultés, des déchirures, des divisions au sein de l'AB. Comment appréciez-vous actuellement ce qui se passe au niveau de votre parti? Ouais, d'abord, je devrais rappeler que depuis 2010, je ne suis plus officiellement membre de l'ARB, puisque le président Ladi Soglo m'y a exclu. D'accord? Mais j'ai toujours dit, je continuerai à être renaissant. Pour moi, être renaissant, c'est comme dans notre pays cousin, la France, où des candidats de gauche comme de droite se réclament du gaullisme. Moi, je me réclame en tant que renaissant de Nicéphore Soglo, c'est-à-dire du travail à la base du développement de notre pays. Et je le remercie, ainsi que ma mère, de m'avoir donné l'opportunité, depuis 4 ans, de travailler dans le secteur agricole. C'est ça la vraie réponse. C'est ça, être renaissant. Mais il y a beaucoup de Béninois qui pensent que la famille Soglo se positionne de part et d'autre pour espérer être autour du gâteau. C'est que vous êtes ailleurs, quelle que soit votre l'issue, frère on serait est de l'autre côté, et bon, à la fin, vous vous retrouvez toujours autour de la marmite. Dites-moi, Oui. je suis sorti du gouvernement en 2011. Depuis, je travaille dans mon pays, nonobstant les élucubrations de certaines personnes qui disent « il vit en France ». Non, je ne vis pas en France. Je vis à Lanceron. Je suis au Bénin. Je n'ai pas besoin de venir sur tous les plateaux de télévision, mais je pense que les gens ont besoin de se demander qu'est-ce que font les enfants Soglo. Mais dites-moi, en 2011, je suis sorti, je dis bien je suis sorti du gouvernement. On ne m'a pas fait sortir. Quand je suis revenu en 2012, devant un plateau de télévision que vous connaissez, j'ai eu à dire, mais j'avais envoyé ma lettre de démission au chef de l'État. Dites-moi, entre le moment où je l'ai dit, sur tous les plateaux de télévision,
dans tous les journaux. Est-ce que quelqu'un est venu dire « il ment » ? Mais non, je ne mens pas. Le chef de l'État lui-même sait que je ne mens pas. Sa famille sait que je ne mens pas. Feu mon oncle Boni, qui a élevé le chef de l'État, m'a supplié, je dis bien m'a supplié dans sa clinique, de ne pas aller à la télévision pour remettre ma démission. Et je lui ai dit, va dire au président de la République qu'au prochain remaniement, je dois sortir. J'avais appelé tous mes collaborateurs. Quelqu'un est venu dire, Gagnou Oglo ment, mais je ne mens pas. On ne ment pas sur la mort de quelqu'un qui vous est cher. Et alors, je le dis avec beaucoup d'émotion. Monsieur Galiou-Soglo, le choix de votre frère. Mais c'est un choix personnel. Il a le droit, en tant que président d'un parti politique, mais ne lui déniez pas ce droit-là. Et cela divise aujourd'hui la famille. Ça ne divise pas la famille. La famille a eu simplement à dire, moi je ne veux pas parler pour mon père et ma mère, mais je veux parler pour moi. Je ne suis plus renaissant, mais je m'appelle Soglo. Il se fait que mon point de vue rejoint celui du président Soglo et de la présidente Roselyne Vieira-Soglo. Qu'est-ce que j'ai eu à dire? Moi, je m'insurge, non pas contre le fait que le Premier ministre puisse être candidat, mais je m'insurge sur le fait qu'il vienne, en prenant la main d'un ministre de la République qui a été doigté dans un scandale qui touche nos populations rurales. C'est scandaleux. Vous voulez parler du scandale de l'eau? Exactement. Vous savez que la première action que j'ai faite au niveau de mon exploitation agricole, c'est donner de l'eau au village qui est en face de notre exploitation. Les populations n'ont plus qu'à marcher de 5 mètres, je dis bien de 5 mètres, tourner en robinet et avoir l'eau. Donc, si le Premier ministre peut nous dire, circuler, il n'y a rien à voir, les gens peuvent voler, détourner, on vous dira, comme certaines personnes ont eu à le dire, mais écoutez, 3 millions d'euros, mais écoutez, on ne va pas nous embêter pour 3 millions d'euros. Les Néerlandais, là, ils devraient se calmer. C'est scandaleux. Alors que nos enfants, nos parents sont impactés négativement, meurent tous les jours parce qu'ils n'ont pas accès de l'eau potable. D'autre part, j'ai eu à dire que moi, je trouvais insultant pour ma personne que l'actuel Premier ministre ait tenu des propos, mais totalement insultants par rapport à l'Afrique tout entière. Maintenant, on vous dit, oui, mais c'est une vérité. Mais même si c'était une vérité, est-ce qu'un homme de sa trempe, puisqu'on nous vante sa trempe, le chantre de l'afro-optimisme, moi, je n'ai pas attendu ce monsieur pour rentrer chez moi. Pourtant, j'étais catalogué comme béninois de l'étranger. Mais venez souffrir sang et larmes dans votre pays pendant des années. Quand j'entends, excusez-moi monsieur le journaliste, oui, qu'on compare Lionel Zinsou à mon père, je trouve ça totalement insultant. Nicéphore Soglo, quand il a quitté d'abord, il est rentré au Dahomey, il avait 33 ans, il a été ministre de l'économie et des finances. En 1970, il était inspecteur général des finances. Il est resté au Dahomey après l'affaire Kovacs, au moment où il y avait une radicalisation du gouvernement de notre pays. Beaucoup de cadres avaient fui ce pays. Quand il a quitté la Banque mondiale en 1988, il a eu 2 propositions de travail. 1, en tant que président de Hydro-Québec International. 2, en tant que président d'Ecobank. Il a refusé pour rentrer dans son pays. Alors quand j'entends dire que, mais écoutez, Nicéphore Soglo, c'est même pipe, même tabac que Lionel Zinsou, je dis non. Alors, les Béninois, vous aurez compris, M. Galiou-Soglo, je pense bien. En tant que vous étiez annoncé du côté de Patrice Talon, mais en tant que quand vous êtes monté au créneau par rapport à l'affaire Kajaf Common, dont a parlé le Premier ministre, on vous a encore revu du côté du candidat Sébastien Jabot, mais concrètement, nous avons l'occasion de vous avoir sur ce plateau, M. Galiou-Soglo, qui est votre candidat? Je vais vous dire, je suis un citoyen béninois. C'est moi et ma cellule de communication qui avons mis sur nos pages Facebook qu'on allait écouter des candidats à l'élection présidentielle. C'est normal. Nous devons d'abord les rencontrer en institut personnel parce que vous savez, un programme, moi je suis économiste, vous pouvez appeler des tas d'amis, des experts, ils vous font un copier-coller. Rendez-vous compte que notre Premier ministre était hier à Paris. Il n'a pas pu présenter son programme.
en disant, en objectant qu'on n'était pas encore en campagne électorale. Mais dites-moi, mais tous les autres candidats qui ont présenté leur projet de société, ont-ils attendu que la campagne officielle démarre? Donc, on peut vous faire un copier-coller et après, donc, il est important de pouvoir aller voir chacun des candidats qui m'ont fait l'honneur de m'appeler pour me discuter avec moi. D'accord? Et à ce moment-là, ben, on peut demander au président ABT, qu'est-ce que tu mets dans le sport? On peut aller demander à l'ancien Premier ministre, M. Koupaki, qu'est-ce que tu mets dans la culture? Je comprends par là que vous avez sillonné tous les candidats, mais actuellement, est-ce que vous avez fait déjà un choix? C'est qui votre candidat, M. Gallio Soglo? Je ne me suis pas caché. Et vous savez, si on m'a interpellé dans ce pays comme rebelle, c'est-à-dire que les gens constataient... Vous assumez ce nom? Que j'assume mon indépendance. Si c'est être indépendant vous taxe de rebelle, je suis un homme libre. Libre de mes propos, alors, libre de mes actions. Dites-nous le nom de votre candidat. Et je vais vous dire, oui. Il y a de cela quelques mois, j'ai rencontré Sébastien Ajavon dans son bureau. Et il m'a fait l'amitié de me dire, si tu étais venu il y a 3 jours avant, je ne t'aurais pas dit que je serais candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, tu viens avec ton directeur d'exploitation, je te dis que je suis candidat. Et je lui ai dit, Sébastien, je te serre la main, j'irai avec toi jusqu'au bout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut expliquer à nos concitoyens. Un grand leader politique de notre pays nous a dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. D'accord? Rappelez-vous à l'époque, il nous a même dit, pavé minadoua. Monsieur, moi, depuis plus de 10 ans que j'œuvre politiquement, socialement dans mon pays, j'ai toujours trouvé sur des thématiques qui touchent la jeunesse. C'est du concret. Sébastien Ajavon, dans le sport, il n'est pas le seul homme d'affaires à avoir des moyens. Il n'est pas le seul... il y a d'autres hommes politiques qui ont des moyens. Mais il est allé à la base. Ce que j'ai dit pendant des années, il l'a concrétisé par... excusez-moi, son centre de formation. Quand j'ai été ministre des Sports, nous avons collaboré ensemble. Il m'a dit, prends Patrick Ossems, qui était son directeur. Il est devenu le DTN. On a fait un travail avec lui. Ça a impacté des jeunes béninois. Et j'en appelle à nos populations, à nos mamans. Et ce sera votre mot de fin, monsieur le ministre? Non, ça ne sera pas simplement mon mot de fin. Parce qu'on a dépassé le temps que vous avez parlé, monsieur le ministre. Que ce soit aussi au niveau agricole, il m'a donné des conseils. Mon exploitation est juste en face de la sienne. Et donc, je dis simplement, il faut revenir à la microéconomie. Et pas simplement faire des propositions. Des propositions, moi, si je suis avec Sébastien Ajavon, si mon mouvement d'échelon l'espoir va faire campagne à ses côtés, c'est parce que je crois en l'homme, j'ai vu ce qu'il a fait avec moi de façon visible, dans la réalité pratique, la méthodologie qu'il a mis en place. Le reste, je souhaite bon vent à tous les autres candidats. Voilà, vous l'avez compris, l'exclusivité sur SICA, le ministre Gallio Soglo apporte son soutien au candidat Sébastien Ajavon. Gallio Soglo, merci d'être passé sur ce plateau. Honoré Benjamin Naoub, merci d'être resté jusqu'à la fin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur SICA.